Il est 8h35, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire Credo Lending. Donc, nous intervenons auprès de projets dans des thématiques à enjeu, des projets pour le bien commun. Et donc, nous avons un projet phare. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Maxime Pavlak. Alors, Maxime, je ne sais pas si tu as mis ta caméra, mais que les gens te voient, évidemment. Donc, Maxime Pavlak, qui est le cofondateur de la société Eloi. Nous sommes partis jusqu'à 9h30, deux parties dans ce webinaire. Première partie où on va vous expliquer les rouages de ce très très beau projet. Et puis, deuxième partie, donc la deuxième demi-heure, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Maxime pour que ce projet n'ait plus de secret pour vous. Alors, commençons de ce pas avec ce beau projet Eloi. Et évidemment, la première question sera sur toi, Maxime, sur ton parcours et ton inspiration. Comment ce projet t'est venu et pourquoi se lancer dans ce domaine agricole qui est quand même assez particulier. Oui, bonjour Edouard, bonjour à tous. Alors Maxime, on ne te voit pas, il n'y a pas de... Est-ce que ta caméra est branchée? Attends, c'est quand même plus sympa de te voir parce que... Ah, effectivement. Voilà. C'était désactivé. Du coup, je remets la presse. Voilà. Oui, donc bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, la genèse de ce projet, moi j'ai 42 ans. Je suis papa de 3 petites filles. J'avais monté, en fait, je suis entrepreneur, hein, donc j'avais monté des sociétés dans surtout la partie digitale, édition de logiciels. Et autour de la quarantaine, j'ai eu envie de mettre plus de sens à ma carrière, plus d'impact. J'ai vécu une reconversion personnelle, d'abord spirituelle, puisque je suis fraîchement d'une dizaine d'années reconverti au catholicisme. Et j'ai vécu une conversion aussi, conviction écologique, puisque j'ai eu une prise de conscience sur les enjeux climatiques à peu près dans le même temps. Et je cherchais comment agir en fait à grande échelle sur ces questions-là. Et autour de la quarantaine, vraiment l'envie de me mettre en mouvement, j'avais cédé ma précédente structure et la possibilité du coup de mettre un peu de temps et d'argent et voilà dans un projet qui aurait plus d'impact et si possible à grande échelle pour servir cette transition. Et je me suis arrêté sur l'agroécologie après avoir cherché, exploré un certain nombre de secteurs. Il m'a semblé que l'agroécologie était le secteur qui pouvait avoir le plus d'impact, on y reviendra. J'ai été inspiré, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent au départ, hein, par la ferme du Bec et Loing, Charles Hervé Gruyer, qui dans un de ses livres parle de l'idée qu'on pourrait avoir de mettre ensemble plusieurs productions complémentaires, des cultures, de l'élevage, du maraîchage, de manière à obtenir à grande échelle des systèmes en permaculture très complémentaires, très écologiques, très économiques. Et donc cette idée-là m'a semblé intéressante, j'ai eu envie de la creuser et c'est comme ça que de fil en aiguille, n'étant pas du milieu agricole, j'ai rencontré beaucoup de monde et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie opportunité. Voilà, j'ai un parcours chrétien par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration spirituelle. Laudato Si m'a mis en mouvement, clairement. Notre troisième fille handicapée également m'a mis en mouvement pour une raison que je m'explique maintenant aujourd'hui. Elle nous a connectés un peu à la faiblesse du monde en fait, dans notre chair. Le soir, on a appris son handicap, je me mettais au business plan. Donc, ça s'est passé dans la nuit. Le lendemain, ma femme me trouvait à la table de la cuisine et je lui expliquais que je me lançais dans l'agriculture. Donc, voilà, c'était un peu un choc pour elle. Mais c'est clair, la crise écologique et sociale, comme le dit le pape François dans la date aussi, elle va toucher d'abord les plus pauvres. Et les plus pauvres, ceux qui vont souffrir le plus de cette dégradation du climat, de l'environnement. Quand on est connecté à eux parce qu'ils nous arrivent dans la vie, ça nous permet aussi de nous mettre en mouvement. Donc ça a été mon chemin de vie. Et chemin faisant, ma fille toujours m'a amené à pousser la porte d'un coworking dans lequel je suis aujourd'hui ou que je n'aurais pas poussé sinon, hein,
parce que sa crèche était un peu loin de la maison, de fait, et j'ai rencontré le propriétaire de ce coworking qui s'est avéré être investisseur dans l'agroécologie, qui était mon premier et plus important investisseur. Donc voilà, et qui m'a présenté un peu par hasard François, qui est devenu mon associé. Donc finalement, j'ai tendance à penser que Dieu m'a tout donné pour pouvoir agir, me mettre en mouvement et ensuite trouver mes investisseurs et mes associés. C'était naturel aujourd'hui, du coup, de continuer et de faire appel à Credo Lending pour la suite de l'aventure. Magnifique. Donc, le chemin est tracé. Tu le suis. Et donc, nous allons maintenant comprendre le projet Éloi dans toutes ses composantes. Et donc, ce projet est là pour répondre à un défi immense, puisque dans les 10 prochaines années, tenez-vous bien, dans les 10 prochaines années, 40% des agriculteurs français partiront à la retraite. C'est un enjeu qui est majeur, puisque ça représente 220 000 fermes à céder. Et c'est notamment dans ce contexte qu'Éloi se développe. Donc, j'ai un peu donné quelques grains à moudre pour lancer Maxime sur sa présentation, mais voilà dans quel contexte Éloi se présente et est présent pour répondre notamment à cet immense défi. Donc, Maxime, à toi pour présenter ce beau projet. Oui, exactement. Alors, le constat, en effet, que j'ai découvert il y a maintenant un certain nombre d'années, mais enfin, c'est ce boom démographique de départ à la retraite, avec en plus de ça des gens qui veulent arrêter avant la retraite. Voilà, donc vraiment un pic de départ absolument massif, 22 000 fermes par an dans les 10 prochaines années à minima. Et donc, dans le même temps, on a un retour à la terre, et ça c'est une bonne nouvelle, qui est très important, de la part des non-issus du milieu agricole, c'est des gens dont les parents n'étaient pas agriculteurs, mais qui peuvent être de formation agricole première. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de reconversion, c'est vrai, mais il y a aussi une augmentation des inscriptions en école d'agriculture. Bon, il y a vraiment un engouement pour revenir à l'agriculture. Sauf que ces jeunes-là qui sont non issus du milieu agricole, n'allant pas hériter d'une exploitation familiale, vont devoir l'acheter d'une part. Donc, ils n'ont pas un budget illimité. Et quand on achète une ferme, comme quand on achète un bien immobilier, on a besoin d'une dizaine de % d'apport parce que ça couvre les frais de notaire et un minimum de risque pour les banques. Donc, c'est aujourd'hui souvent un problème pour eux si les fermes à vendre sont trop grandes et trop chères. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui, puisque la ferme moyenne française, c'est 70 hectares. Ça va coûter 600 000 € en moyenne. Et donc, c'est globalement trop grand, trop cher pour eux. Deuxième truc, c'est qu'eux veulent agir sur des projets très souvent en agroécologie. Donc, avoir du bio en grande partie, mais du bio plus, hein, pas du bio hyper productif sur très grande surface. Ils veulent aussi, c'est pas en bio, ils ont des bonnes raisons de ne pas vouloir le faire, mais ils veulent aller vers de l'agroécologie. Pourquoi? On a voulu nous agir sur cette problématique d'installation des jeunes et de transmission, parce que justement, l'agroécologie, c'est de la potentialité de stockage de carbone dans les sols, de consommation de l'eau, de biodiversité, de croissance de nombre d'emplois, je reviendrai dessus. Mais clairement, on avait cette inadéquation entre on a cette inadéquation entre l'offre et la demande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'une ferme sur deux ne sera pas reprise. Donc, sur les à peu près 200 000 fermes à transmettre dans les 10 ans, il y en a 100 000 qui devraient partir à l'agrandissement. Donc, il n'y a pas un agriculteur qui va s'installer pour reprendre. Les terres vont être reprises, soit par des entreprises qui récupèrent de plus en plus de terres et qui deviennent des méga exploitations ou des méga entreprises de production agricole, voilà, soit par généralement des voisins. Les bâtiments, dans ces cas-là, ne sont pas valorisés. Et c'est des très mauvaises solutions pour les cédants la plupart du temps. Puisque ça veut dire que bâtiments non valorisés, les terres reprises, ils n'en sont pas toujours entièrement propriétaires d'ailleurs, donc ils n'ont pas du tout le capital qu'ils auraient espéré pour partir à la retraite agricole, qui, on le sait, est faible. Donc nous, on va rendre ces fermes transmissibles chez Éloi. C'est vraiment l'idée. D'un côté, il faut ouvrir ce marché,
parce que les repreneurs aujourd'hui peuvent venir de l'Est de la France. On a plein d'exemples de gens qui viennent de l'Est de la France, du Sud-Est et qui vont s'installer dans l'Ouest, puisque pour l'instant on travaille surtout sur le Grand Ouest. Il peut aussi y avoir d'ailleurs à l'échelle européenne la nécessité de décloisonner et aussi de digitaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin de digitaliser pour deux raisons. Le candidat à l'installation, c'est un jeune et donc il est massivement utilisateur des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Première chose, donc il faut le guider dans une démarche très moderne, facile, etc. Surtout quand il vient de loin, il faut qu'il puisse faire des prévisites en digital, etc. Et parce que par ailleurs, nous, on veut agir à grande échelle et on verra, on a un modèle de coordinateur indépendant pour pouvoir monter notre modèle à l'échelle qui va passer par un système de plateforme digitale pour permettre de faire rentrer dans le réseau Eloi ces coordinateurs. Ça, c'est le côté digitalisé, décloisonné. Il y a un autre aspect, c'est qu'on fait le constat de l'inadéquation entre l'offre et la demande, ce que font les fermes aujourd'hui et ce que les jeunes voudraient faire quand ils s'installent. Et donc, on va reconfigurer les choses. Quand c'est une transmission classique, souvent, on va changer la production. C'est-à-dire que si c'était une ferme qui faisait du bovin-lait, elle va faire autre chose en cible. Et admettons qu'il y ait un seul repreneur. Mais il y a aussi des cas de figure où la ferme va être trop grande, trop chère, et donc on va faire ce qu'on appelle des grappes de ferme, c'est-à-dire qu'on va cumuler plusieurs projets complémentaires, la vision dont je vous parlais tout à l'heure, pour permettre la reprise de la ferme. Ça sera une grappe pour une transmission complète d'un agriculteur qui part à la retraite. Et il y a un troisième cas de figure, qui sont des agriculteurs qui en fait souhaitent rester en place sur leur ferme, mais qui souhaitent se désagrandir. En fait, ils souhaitent créer une grappe autour d'eux. Parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de salariés, parce qu'ils ont un associé qui se sépare, parce ils étaient sur un projet de couple et que malheureusement ils se séparent, parce qu'ils se sont blessés et qu'ils veulent réduire leur rythme de travail. Donc il peut y avoir plein de raisons qui les amènent à vouloir faire ça. Et dans ce cas-là, on les aide à installer autour d'eux un principe de grappe, c'est-à-dire faire venir des productions complémentaires à la leur. Alors, la grappe de ferme, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces productions complémentaires sur un même site, donc de manière très classique, de l'élevage, des cultures et du maraîchage. On va rarement au-delà de 3, hein, on est plutôt 2 ou 3 que 4, mais voilà, dans la majorité des cas. Et ce sont des proches voisins qui vont créer des complémentarités entre eux. On n'est pas sur une association, on n'est pas sur un collectif. Si vous voulez, c'est très important dans notre modèle. Chacun est chez soi, chacun est propriétaire de ses bâtiments, propriétaire ou locataire selon les cas de ses terres, et chacun a sa société d'exploitation indépendante des autres. Et chacun d'ailleurs doit être financièrement indépendant des autres, c'est-à-dire que chaque projet a été financé, suivi par les banques pour pouvoir s'installer. Maintenant, on est proches voisins et donc on crée des synergies. Et ces synergies sont la possibilité pour des projets qui vont très massivement vers les circuits courts, par exemple, d'aller mettre en commun un stand de marché, d'aller créer une boutique à la ferme commune, d'aller distribuer dans des boutiques de producteurs avec une seule camionnette, de mutualiser les livraisons. Et c'est beaucoup de temps de gagner sur la partie distribution. Il y a aussi des mutualisations sous un angle agricole, puisque en fait l'objet permaculture écologique de faire le bon juste équilibre entre de l'élevage et des cultures, du maraîchage, c'est qu'on a besoin de fertilisants quand on fait du maraîchage ou des cultures d'ailleurs, et ce juste équilibre permet le juste équilibre du cycle du carbone et de l'azote entre la partie animale et la partie végétale. Donc ce sont des exemples qui vont mener à un optimum écologique et économique. Comment est-ce qu'on a structuré ça? Donc en fait, on a une maison mère Eloi SAS qui est basée à Paris et cette société-là va vendre des prestations de conseil. Ces prestations de conseil, elle va les facturer aux cédants. Donc en fait, quand on va opérer sur une grappe de ferme à transmission complète d'une exploitation vers une grappe de ferme, le cédant, on va lui facturer en fait des frais qui sont un peu équivalents à des frais d'agence, qui vont et qui sont d'ailleurs en montant, hein, un peu comparable à ce que font les agences dans le secteur agricole, puisqu'on vient lui proposer une solution de transmission à un cédant qui était bloqué dans sa transmission et qui n'avait comme alternative que l'agrandissement. On vient lui proposer une solution qui est meilleure, souvent meilleure financièrement et meilleure psychologiquement. Et donc, il est prêt là-dessus, bien sûr,
à nous verser une partie de frais qui sont des prestations de conseil. Ces prestations de conseil-là interviennent dans un monde où, pardon, ça a changé, où, par ailleurs, puisqu'on est sur un principe de grappe et d'un cédant qui va vendre la totalité de sa ferme, on va lui porter sa ferme. C'est-à-dire que c'est nous qui allons sécuriser la transaction pour lui. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, il n'accepterait pas de se lancer dans une diversification transmission si on ne venait pas lui garantir qu'il n'allait pas se retrouver avec un lot sur les bras. Donc, je vous expliquerai plus en détail comment est-ce qu'on gère nous, notre risque en prenant des promesses d'achat avant d'acheter de notre côté, mais en tout état de cause, c'est nous qui achetons la ferme dans ce cas-là et qui allons la porter très temporairement avant de la revendre. Et pour financer ce véhicule de portage, qui est d'ailleurs l'objet de notre financement lancé avec Credo Lending aujourd'hui, on va appliquer des frais de portage, c'est-à-dire un petit différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, ce sont deux aspects différents de notre business model chez Eloi, maison mère principale. Ce sont des prestats de conseil facturés au cédant. Et là, on fait un petit différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente. Et puis, on a des modalités, je vous le disais tout à l'heure, où parfois, on fait de la diversification de fermes existantes. Dans ce cas-là, souvent, il n'y a pas besoin de porter la ferme parce qu'un agriculteur en place qui veut vendre un ou deux lots sur sa ferme, il peut dissocier les opérations. Donc, il va commencer par vendre un lot, il va accueillir les nouveaux installés, et puis 6 mois plus tard, il va vendre le deuxième lot. Et dans ce cas-là, on va opérer de manière plus simple, on va facturer des frais d'agence et on rentre dans le champ contraint de la loi Hoguet et il faut qu'on soit agent immobilier pour pouvoir faire ça, puisqu'on n'achète pas le bien. Là où, en fait, Eloi Portage est un marchand de biens. C'est deux statuts différents, réglementés. Voilà. Donc là, on facture des frais d'agence, on va dire, classiques sur ces opérations de diversification ou éventuellement les opérations de transmission 1 pour 1, où on change la destination de la ferme en termes d'activité. Le point important que je vous citais aussi, c'est qu'on œuvre sous un angle de plateforme digitale, c'est-à-dire qu'on veut faire venir chez Eloi des coordinateurs de terrain indépendants. Comment c'est venu cette idée? C'est des anciens cédants en fait qui nous ont demandé. Ils ont trouvé que notre modèle il était génial, que ça les a beaucoup aidés et ils se sont dit bah, moi je travaillerai bien pour vous parce que je connais des cédants, mes copains agriculteurs qui ont des difficultés à transmettre et je pourrais vous aider à les faire rentrer dans le système Eloi. Et donc de ce point-là est venue cette idée, ce qui en plus est super parce que les cédants, eux, ont besoin de revenus complémentaires avec les retraites agricoles qu'ils peuvent avoir. Mais est venue l'idée d'ouvrir ce modèle en fait à un réseau de coordinateurs indépendants, comme peuvent le faire les réseaux de mandataires immobiliers type IAD dans la partie immobilier résidentiel traditionnel. C'est des réseaux qui font maintenant plusieurs dizaines de milliers d'agents indépendants et qui ont très largement disrupté le modèle de l'agence immobilière classique. On veut faire finalement un petit peu pareil pour les fermes et avec une dimension impact, ce qui permet d'offrir à des gens qui vont vivre à la campagne un boulot à impact avec un revenu qui est quand même assez substantiel puisque chaque opération c'est 20 000 € en moyenne, je reviendrai un peu sur notre modèle de facturer, et on reverserait 6 000 € à l'agent. Donc c'est quand même un revenu intéressant. Et ces coordinateurs-là, on a déjà beaucoup de candidats alors qu'on n'a pas commencé à faire la publicité. On a 5 candidatures pour nous rejoindre là-dessus et très motivés, quoi. Voilà. Donc on a grande foi en notre capacité à faire grandir ça et il faut le faire sur support digital parce qu'il faut les former, il faut qu'ils soient reliés à nous via le système d'information pour définir des opportunités, gérer leur rémunération, etc. Donc ça, on le fait de manière très digitale. L'ambition, c'est sur les 22 000 fermes qui sont transmises par an, il y en a aujourd'hui 11 000 qui vont à l'installation, 11 000 qui vont à l'agrandissement. Nous, ce qu'on veut, c'est faire 1500 opérations par an dans 5 ans. Grâce à cette montée en puissance d'un réseau d'indépendants, on vise d'avoir 250 coordinateurs indépendants dans 5 ans pour faire ces 1500 opérations. En fait, ça revient à éviter 1000 agrandissements, donc prendre sur les 22 000 fermes qui se transmettent de manière traditionnelle, en prendre 1000 pour installer des grappes de ferme. Et puis, réaliser 500 diversifications, ça c'est un nouveau marché concret puisqu'ils n'étaient pas dans les 22 000, ce n'est pas des fermes qui étaient en transmission, c'est des agriculteurs qui restent en place et qui permettent d'installer un ou plusieurs jeunes. On en est à un développement pour l'instant sur le Grand Ouest, on s'est lancé à Saint-Malo, à Rennes, c'est ma région, et puis on est en train de s'étendre sur tout le Grand Ouest, Pays de la Loire, Bretagne au sens large.
On a une vingtaine de projets qui sont en cours. Et on les gère aujourd'hui avec une petite équipe de 7 personnes. Donc François et moi-même. On a du marketing com pour recruter les porteurs de projets, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est Jean Dima. On a les opérations avec à la fois, on a une dichotomie chefs de projet qui sont plutôt des profils basés à Paris, qui vont gérer la partie complexité contractuelle, etc. Au niveau du siège. Et on a commencé à recruter ce qu'on appelle des coordinateurs locaux. Pour l'instant, on les recrute en interne, en CDI, et on va continuer à le faire un petit peu avant de commencer à faire rentrer ces coordinateurs externes, parce qu'il faut savoir faire le métier avant de pouvoir l'outsourcer. Et puis, côté digital, c'est une ingénieure. Donc, on a des équipes qui sont basées à Rennes, des équipes basées à Nantes et le siège qui est à Paris. Parfait. Voilà, pardon. Non, ben, merci beaucoup Maxime, donc c'est très clair. On verra. Notez bien vos différentes questions sur l'ensemble du projet d'Eloi. Donc pour résumer, Eloi intervient, vous l'avez bien compris, auprès des cédants donc de fermes. Le problème des fermes aujourd'hui, c'est qu'elles sont beaucoup trop grandes pour justement satisfaire à la demande du marché, et notamment des jeunes qui portent un beau projet en agroécologie et qui souhaitent des fermes plus petites en termes d'ambition financière, mais aussi d'une manière très concrète en termes de projet de transition agroécologique. C'est ce productivisme très sain, notamment qui est au cœur de cette ferme du Bec et Loing dont parlait tout à l'heure et qui est une vraie réussite dont parlait tout à l'heure donc Maxime, une ferme qui est en Normandie, vous connaissez sûrement. Et donc, vous voyez, entre le cédant et les porteurs de projets, plusieurs possibilités, diversifier et un cédant reste en place, une transmission totale ou alors une diversification en grappe, mais avec aussi une transmission totale. Voilà, plusieurs possibilités que Eloi porte à travers son offre. Alors, Maxime, on parle beaucoup évidemment aujourd'hui d'impact dans le milieu financier, de fécondité, on préfère ce terme, nous, ce terme biblique. Alors, quelle est, d'une manière très concrète, quelles sont les fécondités à attendre de cette offre et de vos actions Eloi? Oui, alors écoute, comme je te disais, c'est ce qui a mené à la création pour moi, comme pour François d'ailleurs, d'Eloi, c'est d'avoir de l'impact. Donc on s'est mis en statut société à mission, ce qui veut dire qu'on a dans nos statuts défini quels étaient nos objectifs d'impact, et en l'occurrence, c'est de permettre la transmission de fermes, l'installation de jeunes vers l'agroécologie et de recréer dans les territoires ruraux et entre les agriculteurs de la collaboration et de l'entraide. Donc ça, c'est vraiment notre mission. On a du coup un comité à mission interne qui contrôle et qui permet de mettre en œuvre cette mission, et un audit externe qui sera mené tous les 2 ans, conformément à la loi sur les sociétés à mission, pour maintenir ce statut. Nos objectifs derrière et la façon dont on va mesurer ce qui se passe sur nos fermes, c'est des impacts en réduction de carbone. Je ne sais pas si vous saviez, mais le stockage de carbone dans les sols agricoles, ça peut être absolument massif, compte tenu des surfaces dont on parle. Chaque hectare de terres agricoles peut stocker entre 1 et 3 tonnes de carbone par an, en étant correctement mené en agroécologie. Donc, on a vraiment un potentiel de stockage massif là-dessus. On a un potentiel sur la consommation de l'eau. Je ne sais pas si vous saviez que l'agriculture est le premier consommateur d'eau en France, et par ailleurs, le premier pollueur d'eau, puisque c'est aussi les pesticides, les engrais qu'on va retrouver dans, malheureusement, les nappes phréatiques. Donc, deuxième enjeu, et c'est massif dans l'agroécologie, de pouvoir avoir des sols qui vont mieux capter l'eau, puisqu'ils deviennent moins hermétiques quand les pluies arrivent, et qui vont permettre d'éviter de réduire l'arrosage et de réduire l'érosion par ailleurs, c'est-à-dire la dégradation des sols. Et vous avez un impact massif sur la biodiversité. On le sait aujourd'hui, on a un très gros problème avec la disparition des insectes, très grande partie liée à l'usage des produits phytosanitaires agricoles. Par ailleurs, lié aussi aux monocultures à perte de vue. Et donc, réinstaurer à la fois des approches qui vont être sans intrants chimiques d'une part, mais aussi avec une diversité
dans les productions, qui vont largement faire la place à l'agroforesterie en remettant l'arbre au cœur du système. C'est vraiment dans la philosophie de beaucoup de nos porteurs de projets. Replanter des haies, créer des zones de biodiversité vont permettre de recréer ça. Donc c'est vraiment, d'un point de vue écologique, le secteur le plus complet, à mon sens, en termes d'impact. Et puis, il y a un élément qui n'est pas négligeable, qui est la création d'emplois, puisque à chaque fois qu'on va créer une ferme, on va installer une famille à la campagne. Et quand vous aviez une ferme qui était en monoculture et qui s'apprêtait à partir à l'agrandissement, vous alliez passer à 0 emploi. Et qu'à la place de ça, vous installez une grappe dans laquelle vous mettez 3 projets complémentaires, qui en plus très souvent inclut de la transformation et de la distribution. Vous allez créer en moyenne 5 emplois sur chaque ferme qui sont des emplois stables, non délocalisables. Donc c'est évidemment un impact massif pour les territoires. Parfait. Donc on le voit bien, des impacts extrêmement puissants et donc aussi bien sur la thématique environnementale, écologique que sociale et qu'économique. Donc c'est vraiment la préservation de la biodiversité au service du développement des territoires. Donc pour le bien commun, on est en plein dedans. En termes de soutien et de partenaires, Maxime, comment est l'écosystème Eloa ? Oui, alors on a un écosystème déjà d'investisseurs. Donc j'ai eu la chance d'être suivi dès le départ par donc Jean-Charles, qui est le fameux propriétaire du coworking dont je vous parlais, et par un certain nombre de personnes introduites du milieu qui ont de l'argent à investir dans l'impact. Et c'est vraiment ce qui les réunit. Donc on a au board la chance d'avoir Kevin qui en plus a monté des sociétés d'investissement et qui donc nous aide sur toute cette dimension levée de fonds. Jean-Charles qui notamment a monté Ubiz qui est dans la pollinisation et qui est investisseur dans la partie impact et qui vient nous guider aussi sur notamment cette dimension de réseau d'indépendants. L'idée de départ est venue de lui. Et donc vraiment, on est très à l'écoute de notre board pour nous aider et nous conseiller. Et puis Bertrand, qui est le fondateur de La Fourchette, qui est sorti récemment de cette aventure-là et qui maintenant se dédie à porter des projets à impact et en grande partie chrétiens. Voilà. On a des gens qui sont du milieu. Olivier Clanchin, c'est le président propriétaire, enfin aussi familial, de Tribala Noyal, qui est une société bretonne, qui est l'un des pionniers, qui fait du vrai bio avec la société avec les marques type Sojason, Vrai, Petit Billy, vous devez en connaître certaines. C'est un pionnier dans le monde de l'agroalimentaire. On a Francis, qui est le cofondateur de Hectare, qui est une école de formation d'agriculteurs, mais qui précédemment avait monté Blablacar, donc voilà, tout le monde connaît. Marc David, lui, avait monté La Ruche qui dit oui, qui est un réseau de distribution type AMAP pour les produits locaux et qui nous a également rejoints. Et puis, je cite aussi Grégoire, qui fait partie du comité de mission, qui est un super entrepreneur, d'une famille également très engagée et qui est le cofondateur d'Upcycle qui font du compost, des très belles machines de compost pour les restaurants, collectivités, etc. Très, très innovantes. Voilà, donc on est hyper bien entouré et on a quelques nouveaux investisseurs qui nous rejoignent puisqu'on vient de clôturer un autre tour de table et notamment Hélène Le Petit qui nous rejoint au board, puisque vous pouviez vous dire ça manque de femmes et on le partage. Il y a malheureusement moins de femmes investisseuses que d'hommes. J'ai regardé un peu les chiffres, c'est 10% dans les business angels. Donc malheureusement, on est représentatif, mais là, ça va un peu se féminiser. Voilà. Très bien. Hélène Le Petit, en un mot, Alors, elle a fondé une structure qui s'appelle Very Good Future. Elle était avocate fiscaliste, et elle a pivoté complètement et Very Good Future accompagne un certain nombre d'initiatives vers justement la transition agroécologique en particulier. Et elle participe notamment en ce moment avec l'INRAE à la promotion de la façon dont seront notés les produits en termes d'impact environnemental demain, d'une promotion plus éthique et plus complète que ce que le lobby agroalimentaire essaye de faire passer, parce qu'il a été décidé dans la loi que les produits devraient être notés et elle est très impliquée pour essayer de faire en sorte que cette note soit juste et représentative. Donc c'est notamment une de ses actions.
Alors, sur la partie partenaire, parce que c'est important, c'est un milieu quand même qui se dit un petit peu fermé ou en tout cas verrouillé avec des partenaires agricoles qui maîtrisent notamment la partie foncier. Donc, justement, comment Eloi se positionne par rapport à l'ensemble de ses partenaires? Oui, tout à fait. Alors moi, quand j'ai débarqué dans ce milieu, ça me faisait un peu peur, donc je me suis dit, il faut que je fasse avec eux, parce que il n'y a pas moyen de faire contre eux. Donc je me suis tout de suite rapproché de la SAFER des chambres d'agriculture en Bretagne pour définir la façon dont je pourrais avoir ma place dans l'écosystème et opérer à grande échelle. Donc le projet a été co-construit depuis ses débuts. Ça a pris à peu près 1 an pour arriver avec un projet pilote, etc., pour arriver à établir la façon d'opérer, avec des avocats du droit rural avec nous pour nous aider également à construire notre mode opératoire. Parce qu'aujourd'hui, acheter des fermes quand on n'est pas un agriculteur en France, c'est sur le papier compliqué et on a réussi à définir comment opérer ça en mettant avec la SAFER au point un cahier des charges dédié à l'activité des lois. Donc on a un cahier des charges établi entre nous qui fait que quand on achète un bien via la SAFER, parce qu'on passe par eux en fait, ils nous voient du coup un peu comme un apporteur d'affaires, quand on passe par eux, on signe ce cahier des charges qui nous engage à revendre le bien et à pas en rester propriétaire pour installer des agriculteurs. Et ça, on y est du coup contractuellement engagé, ce qui a permis de rassurer l'écosystème. Et puis les chambres d'agriculture, on a aussi toujours travaillé avec eux et avec la Bretagne, on a signé un partenariat qui va assez loin parce qu'ils peuvent republier nos offres sur leur plateforme qui est le répertoire de départ installation, qui est une plateforme web où ils publient les fermes à transmettre en gros, et avec eux du coup on peut travailler à republier, rediffuser les offres et lois. Donc voilà, par ailleurs, on a aussi des missions d'expertise qu'on a menées et qu'on continue à mener avec eux sur certaines fermes où on a besoin d'un avis d'experts agronomes. On a décidé de ne pas internaliser pour justement travailler avec l'écosystème. Et donc, au niveau des chambres ou au niveau des groupements d'agriculture biologique, il y a différentes portes auxquelles on peut frapper pour avoir des conseils agronomiques, si nécessaire, sur la structuration des grappes. Voilà, tout ça nous permet de travailler en bonne intelligence et sans marcher sur leur plate-bande. Je précise aussi que du coup, ça nous a fait recentrer notre modèle. Au début, on pensait accompagner un peu plus fortement les porteurs de projets. Aujourd'hui, on se concentre sur la mission de mettre à leur disposition des fermes au bon prix et à la bonne taille. Et tout ce qui est accompagnement technique, accompagnement agronomique, accompagnement financier, est laissé à l'écosystème agricole dont c'est le métier. Les chambres d'agriculture, aujourd'hui, c'est leur métier. Ils ont un point d'accueil installation, d'accompagner les jeunes qui veulent passer à l'agriculture, s'installer, pour les former, pour les amener à un projet qui soit mature et qui tienne la route. Voilà. Donc vraiment, on s'est désengagé de ça, et quand les jeunes viennent nous voir, s'ils ne sont pas mûrs, on les pousse à rentrer dans l'écosystème et à être formés par l'écosystème. Et je précise aussi qu'on a des liens et qu'on travaille, on discute en tout cas avec l'ensemble des associations qui gravitent autour du monde agricole, et il y en a pas mal. Vous avez les groupements d'agriculture biologique, vous avez pour une agriculture de vivant, les CIVAM, les ADR sont des structures qui accueillent des néo-ruraux en particulier pour les former dans les phases très amont de l'établissement de leur projet. Nous, on vient parler à des gens qui sont très aboutis finalement, qui sont prêts à acheter, donc après ces associations. Et puis je mentionne particulièrement Terre de Liens, parce qu'on nous demande souvent la différence avec ce qu'on fait. Alors c'est très différent en fait, même si on nous pose souvent la question. Ce que fait Terre de Liens, c'est qu'ils ont constitué une foncière pour porter les terres agricoles sur la durée, c'est-à-dire qu'eux veulent les porter d'ailleurs de manière permanente et toujours rester propriétaires de ces terres pour les mettre en location à des agriculteurs. De cette manière, ils entendent sanctuariser les terres agricoles pour éviter la spéculation liée à l'achat et à la revente des terres, et par ailleurs permettre à des agriculteurs de s'installer en location plutôt que d'avoir à acheter les terres. Ça s'appelle du portage foncier.
Il y a d'autres structures aujourd'hui qui font du portage foncier. Il y a la SAFER qui est en train de lancer un très grand fonds au niveau national soutenu par le ministère de l'Agriculture pour faire du portage foncier. Mais eux, Terre de Liens, le font à des fins de sanctuarisation et donc parce qu'ils ils veulent éviter la spéculation. Donc tout ça se rejoint avec Éloi puisqu'en fait, nous, on vient plutôt voir des cédants pour structurer une transmission, ce que Terre de Liens ne fait pas. On vient vraiment construire une diversification de la ferme pour permettre sa reprise. Et si à l'intérieur de ce projet de reprise, vous avez un des porteurs de projet qui ne souhaite pas acheter son foncier en admettant qu'il soit à vendre et qui souhaite le faire porter, alors il peut faire appel à Terre de Liens de manière complémentaire à notre action pour que ce foncier soit mis en réserve dans la foncière Terre de Liens et qu'il lui soit loué plutôt qu'il ait à l'acheter et à le financer. Donc c'est des choses qui en fait sont très complémentaires. Parfait, donc en effet, vous êtes totalement intégré dans ce grand écosystème agricole. Alors dans quelques minutes, vous allez pouvoir poser vos questions à Maxime. Avant de poser ces questions, on va vous parler évidemment de cette opportunité offerte par Credo Lending, donc via cette levée de fonds en titres obligataires. Alors, d'une manière très concrète, vous allez pouvoir investir, que vous soyez personne physique ou personne morale. Le ticket d'entrée, c'est 500 €. Et le produit financier, donc le produit financier, c'est un titre obligataire. En réalité, c'est un prêt. Donc, vous allez prêter votre argent sur une durée de 3 ans. Vous allez percevoir des intérêts annuels à hauteur de 2% par an. Donc, vous allez recevoir donc 2% de votre somme investie chaque année, donc versée par Éloi Portage. Vous allez comprendre, c'est la structure, vous voyez, qui porte le foncier agricole lors de l'acquisition avant la revente. Et puis, au terme des 3 ans, vous allez être remboursé de votre capital investi à hauteur de 100% de votre capital investi. Donc, exemple très concret, je verse 10 000 €, je perçois donc 2% par an de 10 000 € chaque année pendant 3 ans. Et donc, à la fin de la 3e année, eh bien, vous recevez les 10 000 € de votre capital investi. Voilà le produit financier, comment il est monté. Sur le process de cette levée de fonds, elle est en 2 temps. Nous sommes dans le temps des réservations, donc vous allez avoir la possibilité sur credolending.fr d'aller réserver le montant que vous souhaitez investir. Donc vous allez voir, c'est inscription et c'est 2 clics, donc c'est extrêmement efficace. Et puis, dans quelques semaines, vous allez recevoir un mail puisque la période de souscription va s'ouvrir. Et donc là, vous allez pouvoir transformer votre réservation en souscription à travers 3 étapes toutes simples. Le montant, vous allez valider votre montant, vous allez pouvoir aussi faire plus que ce que vous avez réservé si vous souhaitez, mais en tout cas, vous allez transformer donc cette réservation en souscription par la validation du montant, le moyen de paiement, CB si c'est inférieur à 2 000 €, chèque ou virement, et puis ensuite signature du contrat obligataire. Tout ça se fait en ligne, extrêmement simple, et puis le règlement, donc virement depuis votre compte bancaire ou envoi d'un chèque ou donc CB directement dans le process de validation. Très important, pourquoi il y a 2 temps entre la réservation et la souscription, parce que le décaissement des fonds va se faire en lien avec la validation d'une acquisition foncière de la SS Éloi Portage. Donc, il y a vraiment un lien direct entre l'acquisition et le décaissement des fonds. Et donc, d'une manière très concrète, comment ça va se passer? Eh bien, la prochaine acquisition sera de l'ordre à peu près, Maxime, de 450 000 €. C'est une ferme ACD qui va être à peu près de ce montant-là. Eh bien, on va regarder nos réservations. On va prendre les réservations d'une manière chronologique. On va regarder donc les premiers 450 000 €, ce seront ceux-là qui vont souscrire en premier et l'appel de fonds sera fait sur ces premiers 450 000 € avec la validation et le règlement des fonds et seront transmis à Éloi Portage. Et donc les 3 ans partiront à partir de ce moment-là. Voilà. Et puis, la prochaine ferme, qui sera peut-être de l'ordre de 400 000 €, sera dans quelques semaines qui suivent. Et donc, pareil, on prendra les réservations qui suivent au niveau chronologique. Et puis, on fera un appel de fonds avec un envoi de mail à chacun des investisseurs pour pouvoir transformer leur réservation en souscription. C'est pour ça qu'il y a 2 temps. La réservation, c'est le moment, et puis la souscription par la suite en fonction de l'actualité de Éloi Portage et en fonction des acquisitions qui seront verrouillées. Alors, comment elles sont verrouillées, Maxime, ces acquisitions foncières auprès des
auprès du cédant et auprès évidemment des porteurs de projets qui vont acheter par la suite ces terres? Oui, c'est un point important sur lequel on a pas mal travaillé. En fait, lorsque nous avons un cédant qui se met d'accord avec nous, on signe avec lui une promesse. Donc, lui nous signe une promesse de vente unilatérale. Donc, on a une option qui permet de lever cette promesse. Et nous allons, à partir du moment où cette promesse est signée, chercher des repreneurs. Et lorsque nous trouvons ces repreneurs, on va signer avec eux, ils vont signer avec nous une promesse d'achat. Donc, eux s'engagent à acheter le lot qui les concerne, donc un sous-ensemble de la ferme. Et lorsque nous avons d'un côté une promesse de vente signée par le cédant et de l'autre des promesses d'achat signées par nos repreneurs, lorsque ces derniers ont par ailleurs obtenu un préaccord bancaire, à ce moment-là, on va lever l'option d'achat et déclencher la vente définitive du bien à Eloi Portage, qui va donc directement dans la foulée faire venir un géomètre, créer les lots et les retransmettre aux acquéreurs qui avaient signé une promesse et qui avaient par ailleurs dans la signature de cette promesse payer une indemnité d'immobilisation, comme ça se fait dans toute vente classique, qui permet de garantir leur engagement. Et si ces derniers se désistaient de leur promesse, ce qui peut malgré tout arriver, du coup, Eloi Portage conserve l'indemnité d'immobilisation, ce qui permet de couvrir le délai de retrouver un porteur de projet, sachant que on fait bien attention à toujours dimensionner des lots qui sont intéressants pour le marché au sens large, c'est-à-dire les fermes bon prix, bonne taille qui vont trouver d'autres repreneurs potentiels. Donc voilà comment on sécurise cette transaction au maximum. Donc vous l'avez compris, votre investissement va servir à acquérir le foncier agricole par Eloi Portage avant sa revente aux différents porteurs de projets. Donc, il va servir sur une première acquisition, votre investissement. La durée moyenne de portage, c'est 4,7 mois. Vous le verrez dans les documents. C'est une moyenne observée par Eloi Portage. Et donc, votre investissement ne va pas vous être remboursé au bout de 4,7 mois, mais va resservir à Eloi Portage pour acquérir de nouveau du foncier agricole, etc., pendant 3 ans. Donc, l'impact de votre investissement, vous le voyez, va être multiple puisqu'il va servir à une première acquisition, puis à une autre. En moyenne, sur 3 ans, ça fait à peu près 7 transactions. Donc, la fécondité et la puissance de frappe de votre investissement va être assez importante et nous en sommes ravis, évidemment, d'avoir monté ce process et ce principe avec Eloi. Alors, on va passer aux questions-réponses, évidemment. La parole est à vous. Ce qu'on vous propose pour que les choses soient bien organisées, c'est de lever la main. Vous avez la possibilité de lever la main et puis on vous donnera la parole avec, vous voyez, sur le dessus de votre visio, vous avez un menu avec réaction et vous avez la possibilité de lever la main. Et donc, à ce moment-là, on vous ouvre, enfin, vous ouvrez votre micro et on a la possibilité, évidemment, de vous mettre en lien direct avec Maxime. Alors pour les premières questions, allez, je vais faire la première pour déclencher l'échange. Alors Maxime, je me pose en tant que porteur de projet, déjà, comment je vous trouve assez facilement? Alors, tous les recrutements porteurs de projet sont faits sur canal digital. Donc, on les trouve via Facebook et Google Ads globalement. Donc, voilà, ils nous trouvent comme ça. On est sur une génération qui est très, on dit digital native. Donc, c'est des gens qui sont connectés comme ça. Donc, notamment, quand on rentre des nouvelles fermes et qu'on crée des lots adaptés, on pousse ces annonces de fermes adaptées via les réseaux sociaux et ça relaye beaucoup, ça like, les gens qui savent qu'il y a un de leurs copains qui doit s'installer vont passer, lui en parlent, etc. Donc c'est vraiment une manière de diffusion qui nous génère beaucoup d'inscriptions. D'accord, et quel est l'avantage pour le porteur de projet? On va les rappeler, l'avantage de passer par vous plutôt que par d'autres structures, parce que vous n'êtes pas évidemment les seuls sur le marché. On est quand même globalement les seuls à proposer des fermes bonne taille, bon prix. C'est-à-dire vous êtes sur un marché où tout le monde veut des 2 pièces et il n'y a que des 5 pièces à vendre. Donc voilà, vous connaissez le problème. Quand il y en a un à vendre, il y a 50 personnes dans la rue qui font la queue.
Donc, premier avantage, c'est la ferme bonne taille, bon prix. Et puis, bon, bien sûr, on a quand même une attention très particulière à leur suivi et à les guider dans le process d'achat. On ne fait pas le guidage dans leur projet agronomique, comme je le disais tout à l'heure, mais malgré tout, il y a un petit parcours du combattant là pour les porteurs de projet à la partie achat. À obtenir son financement, se faire accompagner, suivre les process pour obtenir sa dotation jeune agriculteur, qui sont les subventions, etc. Et sur toutes ces parties-là qui tiennent à l'achat, l'installation, on les aide. Parfait. On a deux questions. On a Gilles et Guillaume. Juste avant, j'ai une dernière question qui m'avait été posée par un investisseur mercredi, donc en l'occurrence hier. C'était sur la question de l'autonomie alimentaire de la France, hein, avec notamment ce qui se passe en Ukraine. C'est un sujet qui revient. Comment vous positionnez par rapport à cette terminologie et par rapport à cette stratégie? Oui, alors deux choses. Il faut savoir que déjà, les fermes en bio, c'est vrai qu'elles ont une productivité qui est un peu moindre. On dit 80% des fermes conventionnelles. Donc on pourrait se dire problème. Néanmoins, elles ont une résilience qui est meilleure. Ça, faut quand même l'avoir en tête. Une ferme d'élevage bio produit son aliment très très majoritairement et donc ne dépend pas d'achats externes et d'importation pour pouvoir se produire, pour pouvoir produire. Donc c'est évidemment un gage de résilience que de pouvoir faire ça. Et on voit aujourd'hui que quand il faut importer des engrais azotés, etc., et que les prix flambent, parce qu'en fait c'est des produits dérivés du pétrole, vont impacter très fortement les coûts de production des fermes conventionnelles. Bon, il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est que si ces fermes-là ont une productivité un petit peu moindre sur leur activité première, nous, on vient ajouter des productions sur cette ferme qui était en monoculture ou en monoproduction. Et donc, si vous ajoutez à une ferme que vous allez transmettre à un atelier, par exemple, de maraîchage sur 5 hectares, qui sont les bonnes terres de la ferme où vous allez produire des légumes pour une grande quantité de nos concitoyens, bah en fait, vous avez augmenté et ramené la moyenne de productivité sur cette ferme, et en plus de manière écologiquement très, très intelligente, puisque la coexistence avec un élevage permet d'amener la matière organique qui est nécessaire à la fertilisation de cette partie maraîchage. Donc vous avez un cycle très vertueux et très productif en fait. Alors on va maintenir la productivité en le faisant de manière plus résiliente et plus propre. Très bien. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole. Donc, en revanche, je dis Guillaume, mais c'est Benoît qui sera le deuxième à poser sa question. Donc, je laisse la parole d'abord à Gilles et puis ensuite Benoît. Gilles, c'est à vous. Bonjour, donc Gilles Chevalier, je suis du groupe Cèdre. Je voulais poser deux questions, une à Édouard. Quel est le niveau de risque de cet investissement? C'est une question qu'on a souvent avec Credo, comment l'apprécier? Et une question pour Maxime. Je voulais comprendre, comme Maxime a pris l'exemple des appartements, des 2 pièces et des 5 pièces. Là, j'ai envie de dire, il achète un immeuble et il revend par appartement. Alors, du coup, la théorie classique, c'est que quand on revend par appartement, on achète 100 et puis en fait, on a vendu par appartement et ça fait 150 au bout. Je n'ai pas l'impression que ce soit la philosophie, là. J'ai l'impression que la philosophie, c'est, comme vous avez dit, le bon prix, c'est-à-dire qu'il y a une plus-value très faible des lois. Et donc, je pense que c'est vertueux pour celui qui achète. Mais je me posais la question de la rentabilité pour Éloi. Voilà, comment concilier cette affaire. Merci. Allez, Maxime, commence et puis j'enchaîne sur le risque. Ok, je commence. Alors, votre question est très juste sur comment ça se passe dans l'immobilier. Effectivement, on prend les choses, nous, différemment. D'abord, quand on trouve une ferme à transmettre, il faut comprendre que, contrairement à l'immeuble dont vous parliez, cette ferme-là est bloquée dans sa transmission. Elle n'a généralement pas de solution. Et sa solution, c'est l'agrandissement. L'agrandissement, ça veut dire que ces bâtiments agricoles, qui sont en gros la variable d'ajustement du prix des fermes, parce que les terres, elles sont au prix des terres. Ce truc-là, il est fixé, il est moyen, on le connaît, on le trouve sur Internet. Par contre, les bâtiments, c'est le gros point d'interrogation. Est-ce que je vais réussir à vendre et à bien valoriser mes bâtiments? Si vous partez à l'agrandissement, globalement, vous ne valorisez pas ou vous valorisez peu les bâtiments.
Quand on vient voir un cédant qui est bloqué comme ça, nous, on lui dit, bah, écoutez, on va modifier votre ferme pour la rendre transmissible. Donc, on va installer 1, 2, 3 ateliers, on vous explique ce qu'on va faire, et on vous explique notre prix en partant de la capacité économique de reprise de ces futurs ateliers. La capacité économique de reprise, c'est quoi? C'est cet atelier-là de production de chèvres avec transfo fromage sur 30 hectares, elle va produire un EBE de temps, et donc elle va permettre de rembourser temps. Et donc le prix du bâtiment qu'elle est capable de payer, c'est temps. Donc on va lui expliquer qui on installe, combien ça génère en chiffres, et donc combien chaque atelier est capable de payer, de rembourser. Et on va, de ce calcul-là, lui expliquer notre prix. Donc, on fait toujours comme ça. Ce qui nous assure d'ailleurs qu'à la fin, les gens qu'on installe sont installés dans de bonnes conditions. En gros, ils vont pouvoir rembourser et ils vont pouvoir bien vivre de leur installation. C'est très important pour notre philosophie. Donc, on lui propose ce prix qui est la somme de ces différents ateliers. Et la somme de ces différents ateliers, on va déduire notre frais d'intervention, donc notre commission. Et on va lui annoncer son net vendeur. Et on lui explique tout ce calcul. Hein. Donc voilà. Et on vient avec une proposition, monsieur, voilà le net vendeur qu'on est capable de vous proposer si on fait ça. Et ensuite, ils prennent ou ils prennent pas. Donc voilà, s'ils prennent, c'est qu'ils ont accepté cette philosophie, ce prix, et que ça leur convient, et que c'est meilleur pour eux que l'autre solution qu'ils avaient, hein, de manière générale, soit psychologiquement, soit financièrement, soit les deux. Et donc, on a vraiment un modèle où on ne va pas faire une plus-value entre l'achat et la revente. Ce n'est pas le modèle classique de la revente à la découpe, hein, mais on est vraiment sur créer de la valeur dans la transmission en allant amener une transformation du bien et sur cette valeur, avoir la place de se rémunérer, qui est une place qui est payée par le cédant, à qui on apporte cette solution, cette valorisation supplémentaire de son bien, sur laquelle il a la place de nous rétribuer une partie de ce qu'on vient lui apporter, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez différent. Malgré tout, il y a un tout petit markup qui est pris entre l'achat et la revente, qui viennent financer l'activité, non pas des lois, mais des lois portage, le véhicule qu'on finance aujourd'hui. Et loi portage va prendre 2% entre l'achat et la revente. Donc, c'est un petit markup, peu impactant et peu sensible pour les acquéreurs, mais qui permet de financer tout le portage du bien et notamment la rétribution de nos investisseurs via Credo Lending. Donc, c'est 2% sur les 4,7 mois. Et non pas 2% annuel. 2% exactement. Mais là, ça rejoint la question du coût du risque et du coût global. Je te laisse peut-être répondre. Alors, tu pourras compléter, évidemment, parce que tu vis au plus près ce risque. Mais en tout cas, les deux risques principaux, parce qu'il y a deux risques principaux qui ont été largement identifiés et analysés. Le premier risque, évidemment, c'est qu'une fois que Eloi Portage achète son foncier agricole, il faut qu'elle revende. Donc le risque est évidemment dans cette revente et dans ce délai imparti qui est en moyenne donc, de 4,7 mois. Donc vous l'avez bien compris, il peut y avoir en face un porteur de projet ou plusieurs porteurs de projet. Donc il y a des promesses qui sont signées avant l'acquisition et avant donc, le décaissement de Credo Lending à Eloi Portage. Mais une promesse, ce n'est qu'une promesse. Donc même si des frais sont engagés par le porteur de projet s'il renonce à sa promesse, il y a ce risque-là qui est pour nous contrebalancé avec le pipe de porteurs de projet qui est extrêmement conséquent et qui grandit vraiment en version, enfin en exponentielle chaque mois. Il y a à peu près 250 porteurs de projet aujourd'hui qualifiés par Eloi et on est uniquement sur la Bretagne, hein, comme disait Bretagne Pays de la Loire, donc avant ce déploiement au niveau français. Donc uniquement sur cette partie-là, et Eloi est assez jeune. On a déjà 250 porteurs de projets qualifiés. Il y a ce réseau justement manié avec SAFER, avec Chambre d'agriculture. Donc on a plutôt, on va dire, un embouteillage, mais sain, côté porteurs de projets, qu'un problème d'aller chercher des porteurs de projets.
Donc, la revente de ce foncier agricole, pour nous, est plutôt assez maîtrisée au regard de tout ce travail qui est fait par Eloi. Et puis, le deuxième risque principal, évidemment, c'est la vie d'Eloi. C'est que si Eloi disparaît, eh bien, quid de ces investissements? Alors, vous avez vu, il y a une structure qui est à part, juridique, hein, la structure Eloi Portage, qui est à part d'Eloi. Donc, ce qui est très important, c'est que cette structure Eloi Portage, à chaque fois qu'il va y avoir décaissement de Credo Lending, en face, il y a foncier agricole. Donc, il y a un actif toujours en face de cette levée de fonds. Donc, ça, c'est important dans le modèle économique d'Eloi Portage. Et puis, vous l'avez vu avec le board, avec les investisseurs, il y a un écosystème très fort d'investisseurs et puis même de partenaires, on va dire, extrêmement bienveillants et prêts à soutenir ce projet, parce qu'il y a quand même une vocation au-delà de cette vocation propre de l'activité d'Eloi et cette vocation économique. Il y a une vocation limite de service public, parce qu'il y a un enjeu immense pour l'autonomie alimentaire, ou en tout cas pour nourrir les hommes, hein, puisque on rappelle la baseline du projet, c'est soigner la terre et nourrir les hommes. Et donc l'un ne va pas sans l'autre, à notre sens, dans cette transition agroécologique. Et donc, on pense que quoi qu'il arrive, il y aura un soutien de toutes parts à cette structure qui a une vraie mission de bien commun. Donc voilà, les deux principaux risques, le risque, je te laisse Maxime, le risque donc sur la transaction, et puis le risque derrière sur la vie de la société à mission Eloi. Juste pour compléter ce que tu dis sur la vie de la société Eloi, on a bien vérifié, il y a une étanchéité entre les deux structures. Si jamais Eloi était endetté, que des créanciers voulaient chercher, etc., les biens qui sont dans Eloi Portage ne peuvent pas être saisis par les créanciers. Dans tous les cas, l'argent revient en priorité aux créanciers Credo Lending qui ont prêté pour les acheter. Donc, il n'y a pas de risque lié à notre activité de voir les biens disparaître. Et il y a une étanchéité totale, il n'y a pas un euro côté Eloi Portage qui peut remonter chez Eloi. C'est un point juste de complément. Et puis, voilà, le deuxième point qui est sur le risque de Eloi Portage, c'est que on a une tranche qui est portée d'ailleurs par notre écosystème d'investisseurs que tu mentionnais, du coup, Édouard, qui est une tranche plus risquée, une tranche de quasi-capital. En fait, c'est une tranche d'obligation dite junior, qui a un rang de rémunération qui sera derrière la rémunération Credo Lending. En fait, dit autrement, si pour la raison que tu évoquais, par exemple, il y a un lot qui n'est pas revendu suffisamment vite parce qu'il y a un porteur de projet qui se désiste, et que ce lot pas revendu, on n'a pas mis le capital en danger, mais enfin, il ne génère pas d'intérêt parce qu'il y a un bien qui est immobilisé, donc il ne rapporte pas d'argent. Et on a un problème parce que sur tous les deals qu'on a fait, il y a un petit bout, une partie qui ne génère pas d'intérêt. Imaginons qu'on ne soit pas capable, dans ce cas-là, de rétribuer nos investisseurs à la hauteur prévue. La première tranche qui ne sera pas rétribuée en intérêt, c'est cette tranche junior, donc qui est là pour couvrir le risque du coup sur les intérêts de la tranche Credo Lending, qui elle est une tranche dite senior. Voilà, c'est un peu technique, mais en gros, il y a des investisseurs qui prennent un risque plus important sur ce véhicule que vous, de manière à sécuriser l'investissement Credo Lending. Alors, je rebondis juste sur une partie fiscale. L'investissement donc dans des titres obligataires qui vont financer, vous l'avez bien compris, donc l'acquisition de foncier agricole par Eloi Portage. Pour l'investisseur, eh bien, il y a pas d'avantage au niveau de l'IFI. Hein. Ces investissements rentrent bien dans ce que vous allez déclarer à l'IFI. Donc, pas d'avantage au niveau de l'IFI, pas de réduction fiscale, vous l'avez compris. Et puis, ces intérêts donc de 2% sont fiscalisés à hauteur du prélèvement libératoire forfaitaire de 30%. Voilà, pour que ça soit extrêmement transparent sur la partie fiscale. Gilles, est-ce que les réponses vous conviennent ? Juste le temps que je trouve le bouton micro. Oui, merci. Parfait. Benoît, c'est à vous pour vos questions. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question qui rejoint un peu ce qui a été dit dernièrement. C'est quoi les flux entre Eloi Portage et Eloi SAS?
Et c'est quoi la gouvernance justement qui est mise en place pour un peu séparer la gestion de ces deux entreprises? Oui, alors les flux entre Eloi Portage et Eloi SAS, il n'y en a que si une fois tous les investisseurs payés de leurs intérêts par Eloi Portage et après mise en réserve d'une partie significative de notre résultat sur Eloi Portage, il reste des fonds. Il peut y avoir une remontée de rémunération à Eloi SAS, qui en fait est l'opérateur d'Eloi Portage. C'est nous qui faisons, qui mettons les salariés en face, on va dire, pour gérer cette structure, les entrées-sorties. Eloi Portage n'a pas de salariés. D'accord, ouais. Donc il y a une prestation de service, j'imagine, qui est mise en place ou... Alors, en fait, on est actionnaire à 100% de la structure. Donc, c'est une filiale détenue à 100% par Eloi SAS. Du coup, l'idée, effectivement, est de remonter des fees de management une fois la mise en réserve effectuée, voilà, de manière à garder aussi un peu de réserve au cas où pour servir en priorité les investisseurs d'Eloi Portage. Et donc justement, enfin, moi c'est un peu ma question de gouvernance, hein, c'est juste pour comprendre comment ça s'articule. Donc il y a une prestation de service puisque c'est Eloi SAS qui a les salariés, donc qui apporte les affaires, Oui, qui pilote Eloi SAS. oui. Donc comment est gérée justement tous ces liens entre Eloi Portage et Eloi SAS? Est-ce qu'il y a un administrateur indépendant? Comment vous étanchéifiez justement ces deux structures? Ou en tout cas, vous vous assurez qu'il n'y a pas de Non. Oui. flux qui serait remonté, voilà, pour une raison Alors, ou pour une autre. oui. En fait, on a géré cette destination des flux au niveau des contrats obligataires déjà. Donc, on s'est assuré que dans les contrats obligataires, la totale destination des fonds qui sont empruntés le sont à l'usage de l'achat de biens immobiliers, donc à destination de l'activité de portage, d'Eloi Portage. Donc, on ne peut pas utiliser ces fonds pour financer l'activité ou le développement d'Eloi au niveau des contrats eux-mêmes déjà. Voilà. Ensuite, la gouvernance des lois portage, on n'a pas nommé un administrateur indépendant. C'est pas nécessaire dans ce schéma-là, puisque justement, on a étanchéifié par la nature même du contrat et de la dette obligataire. Et par ailleurs, par rapport au scénario que je vous citais d'une éventuelle faillite des lois qui nous a été posée par nos investisseurs de manière naturelle, on a fait vérifier avec nos avocats que dans la structuration actuelle, un créancier des lois ne peut pas aller chercher les biens des lois portage pour combler des dettes de la maison mère Eloi. Ça, c'est pas possible juridiquement. Donc, c'est étanchéifié par nature, en fait. Voilà. Dans la gouvernance en tant que telle, c'est pas étanchéifié, c'est les mêmes personnes. C'est moi qui suis en tant que président des lois actionnaire du coup 100% des lois portage. C'est moi qui ai la gouvernance des lois portage directement. Non, mais je comprends, mais c'est une question que je posais parce que j'avoue que s'il y avait un tiers qui soit justement qui puisse suivre Eloi Portage pour s'assurer, enfin je ne remets pas en cause quoi que ce soit, mais je veux dire par là, ça aurait été intéressant, je trouve que c'est rassurant pour les investisseurs de savoir que c'est pas les mêmes personnes qui gèrent toutes les structures entre Eloi Portage, Eloi SAS, Eloi, la troisième Eloi, là je ne sais plus laquelle c'est, qu'il y a une certaine indépendance de chacune des structures, en tout cas qu'il y a un regard extérieur qui s'assure que chacune des structures a bien son autonomie, ou en tout cas... Ok, je comprends votre point. Non, mais ceci étant, tout investisseur, même nos investisseurs dans les lois, dans ce cas-là, peuvent aussi se poser la question de notre bonne gestion des lois, de notre... de manière générale, tout investisseur dans une structure, il y a... Oui, mais c'est le cas au niveau des lois SAS. Hein. Vous avez un board qui surveille. Enfin, qui surveille. Oui, et qui du coup supervise aussi Eloi Portage.
de fait étant une filiale à 100%. Par exemple, quand on fait là l'émission des obligations, c'est visé par le board des lois. Donc on est sur une gouvernance commune, hein, en fait. On n'a pas scindé les deux. Ensuite, ça faisait lourd. Hein, oui, non, mais c'était une question hein, pour voir je comment comprends vous alliez, votre point. Hein, je comprends votre point. Mais ça faisait un peu lourd. On s'est assuré que par nature, les choses étaient séparées et protéger les investisseurs. On a plutôt raisonné comme ça et contractuellement également que ce soit bien le cas, quoi. D'accord. Merci. Merci Benoît. Alors j'ai une question d'Alice qui nous dit: avez-vous testé le modèle dans d'autres systèmes agraires et organisationnels que la Bretagne? Et est-ce que votre cahier des charges est approuvé par toutes les SAFER? Parce qu'en effet, les SAFER sont plutôt régionalisés. Tout à fait. On a testé notre modèle en Bretagne et en Pays de la Loire. On vient de démarrer sur la Normandie, ça date de la semaine dernière, et on a déjà un projet de diversification qui date d'hier, qui est en train de rentrer. Pour l'instant, on a quelques demandes entrantes qui sont un peu plus au sud ou un peu plus à l'est. Et donc, il se peut que prochainement, ça commence à étendre, notamment avec une dynamique de ces réseaux d'indépendants qui vont nous permettre de déployer beaucoup plus vite. Le système Eloi ne peut pas fonctionner absolument partout, je précise. Il y a des secteurs dans lesquels la tension foncière est absolument immense, notamment, je vais citer dans le nord de la France, où vous savez peut-être qu'il y a des pas de porte qui sont versés en cash ou qui sont extrêmement importants pour reprendre des terres, même en location, parce qu'il y a des terres très profondes de culture, de pommes de terre, avec le marché de la Belgique, etc. à côté, et qu'en gros, toutes les terres sont reprises à l'agrandissement, et que ces terres à l'agrandissement, c'est beaucoup plus valorisé que des terres à l'installation. Donc en gros, c'est impossible d'installer des jeunes, pour le dire autrement, simplement, et c'est un constat que ne fait pas que Eloi, c'est un constat que font les chambres, que font l'écosystème. Donc dans ces secteurs-là très très tendus, en fait, on ne pourra pas aller parce que notre proposition de valeur, qui est de proposer une alternative à l'agrandissement financièrement plus intéressante, ne tient plus. On n'a pas encore de solution là-dessus. On y réfléchit. Comment est-ce qu'on pourrait, malgré tout, aider là-dessus? On commence à avoir des demandes. Là, la métropole de Lille nous a contactés parce qu'ils ont de la réserve foncière. Eux font acte de préemption avec la SAFER et ensuite veulent installer des jeunes dessus en restant propriétaires, en mettant en location, et donc veulent, pourquoi pas, travailler avec nous pour aider à installer les jeunes sur ce mode-là. Peut-être qu'on sera amené à faire comme ça, à travailler avec des collectivités territoriales, des régions, des communautés de communes qui veulent agir et qui vont préempter le foncier pour installer les jeunes parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc ça, c'était pour la question de est-ce qu'on peut agir partout, dans une grande majorité quand même, hein, parce que quand vous voyez les chiffres, cette grande tendance nationale, 100 000 fermes qui vont disparaître dans les 10 ans, c'est une réalité nationale et c'est là-dessus qu'on veut agir. Donc aller chercher sur ces 100 000 fermes un nombre important dont on va éviter l'agrandissement, ça sera partout sur le territoire, modulo ces zones très tendues. Les SAFER, effectivement, sont très régionales, donc chacune a sa propre gouvernance. Nous avons pour l'instant effectivement validé avec Bretagne et Pays de la Loire. Par contre, on a aussi remonté le modèle qui a été diffusé à travers la FN SAFER, qui est la Fédération nationale des SAFER. Ça ne veut pas dire que toutes les SAFER ont signé, hein, mais pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les SAFER font un bon accueil puisqu'on est pour eux des apporteurs d'affaires dans la mesure où on s'est engagé à faire passer toutes nos transactions par la SAFER. Voilà. Et donc, en fait, c'est quoi le modèle, les enjeux, les problématiques des SAFER? Ils sont là pour réguler le foncier agricole, ok, ils ont la capacité de préempter, mais la façon dont ils opèrent, c'est qu'ils vont toucher en fait une partie des frais de transmission, c'est-à-dire les droits de mutation ou l'équivalent. En lieu et place des droits de mutation qui étaient versés en impôts à l'État, ils vont toucher des frais SAFER quand on passe par eux. Et donc, ils sont plutôt, on a plutôt une bonne collaboration puisque nous, on leur apporte des dossiers bien ficelés qui passent par eux, ils vont toucher cette rétribution, ils vont nous aider dans la transaction, ils ont aussi des outils qui peuvent être intéressants. Et donc, voilà, on ne voit pas trop de raisons et les quelques échanges avec d'autres SAFER se passent bien aussi.
pour qu'on ait une opposition quelconque sur l'une des régions, même si ce n'est pas fait concrètement, pour répondre. Alice, est-ce que les réponses vous conviennent par rapport à vos deux questions? J'ai l'impression. Parfait. Donc, il est 9h44, on a dépassé de 14 minutes, mais le sujet est passionnant, on pourrait y rester la matinée. Et clairement, on n'a qu'une envie, c'est d'aller même sur le terrain, aider ces agriculteurs à nous produire du beau et puis à préserver cette biodiversité si nécessaire. Maxime a encore un peu de disponibilité pour vous, chers investisseurs potentiels. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions. Si vous ne les posez pas maintenant, eh bien, vous pouvez évidemment me les poser par mail. Donc, vous avez tous reçu mon mail, puisque vous avez tous reçu l'invitation à ce webinaire avec le lien de ce webinaire. Donc, si des questions vous viennent dans la journée ou dans les prochains jours, n'hésitez pas à me les poser et Maxime y répondra avec précision. Et puis donc, pour l'investissement, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller sur... mais vous recevrez aussi un mail en ce sens, puisque j'ai reçu donc bien votre mail. Vous allez sur credolending.fr et vous allez vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc, vous allez voir, c'est très simple, avec vos informations personnelles. Vous avez 2 pièces à indiquer, une carte nationale d'identité ou un passeport en couleur, donc la carte nationale d'identité évidemment recto verso, un RIB, ça sera pour percevoir, donc ça a du sens de mettre le RIB puisque ça sera pour percevoir les intérêts et le remboursement de votre investissement, et puis ensuite de faire la réservation en cliquant sur le projet Eloi, je réserve, et puis donc vous allez voir, indiquer le montant que vous souhaitez réserver et valider, donc c'est vraiment ultra simple. Et ensuite, donc, la période de souscription s'ouvrira, vous serez prévenu. Et donc là, vous ferez donc la souscription à travers les 3 étapes, montant, moyen de paiement et signature du contrat obligataire. Et évidemment, règlement par la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, pas de questions, j'ai l'impression. Peut-on... Alors, Bertrand, peut-on être prévenu s'il y a une opération dans votre région? Vous êtes dans la région Île-de-France, je crois, non, IEL. Aide-moi, Maxime. IEL, c'est quelle région? IEL. Indre-et-Loire, peut-être. Indre-et-Loire, oui. 37, on est d'accord, c'est l'Indre-et-Loire, la Touraine. Eh bien oui, Bernard, pardon, je dis Bertrand. Bernard, on vous préviendra s'il y a une opération dans l'Indre-et-Loire. Pour l'instant, Maxime, en vue, est-ce qu'il y a du... Je crois qu'il y a du Maine-et-Loire, mais il n'y a pas encore de 37. Non, pour l'instant, il n'y a pas encore de 37. J'aimerais bien, j'ai des attaches pas très loin. Mais effectivement, alors on n'a pas lancé officiellement déjà la région Centre-Val de Loire au sens large, mais on a une première opportunité qui nous est arrivée il y a quelques semaines, mais qui n'est pas en Indre-et-Loire, qui est, je ne sais plus d'ailleurs, je crois qu'on est sur une région juste voisine. Voilà. Donc on se rapproche, hein, mais on n'y est pas encore. Ça sera certainement prochainement parce que ça fait partie des régions qu'on veut ouvrir dans les semaines et mois qui viennent, quoi. Comme je vous le disais, là en fait on a commencé à ouvrir la Normandie qui était proche, qu'on savait qu'il y avait du potentiel voilà, on va lancer en fait la campagne officiellement de recrutement des indépendants pour la rentrée. Donc on prépare tout le système d'information, etc. pour pouvoir les accueillir. Et en septembre, il y aura une campagne plus officielle de recrutement qui va démarrer. Parfait. On nous pose la question, Bernard repose la question pour le 36, donc l'Indre, Châteauroux. Est-ce qu'il y a quelque chose, Maxime, dans le coin de Châteauroux? Bah, ça, c'est le coin, c'est mon coin là. Enfin, bon, moi, je suis plutôt de Saint-Malo, mais c'est le coin de ma femme en fait. On est vers La Châtre, donc c'est un coin que j'ai regardé. Il n'y a rien pour l'instant. Maintenant, on a vocation à pouvoir y aller. Il y a beaucoup de fermes qui sont en difficulté de transmission. Là où c'est plus compliqué, peut-être, c'est sur les porteurs de projets. Voilà. C'est-à-dire que malheureusement, dans ce qu'on appelle un peu la diagonale du vide, qui est un peu péjoratif, mais enfin bon, quel truc dans lequel l'Indre peut en partie rentrer,
c'est difficile d'attirer les jeunes et c'est leur problématique. Donc le challenge sera pour nous, via les réseaux sociaux, justement, de montrer qu'il y a des opportunités d'installation dans ces régions et de faire venir des jeunes, peut-être d'autres régions, pour repeupler, redynamiser. Il y a un deuxième challenge qui est la présence de débouchés locaux. Il faut quand même, quand les gens veulent faire du circuit court, etc., bon, notamment en maraîchage, pour citer que cet exemple, qu'il y ait des marchés et des clients prêts à payer pour avoir du bon légume bio. Ces secteurs-là, si la population présente localement n'est pas suffisante, peuvent vite être saturés. Donc, on a ces enjeux-là dans l'Indre, en particulier, puisque j'avais regardé, mais c'est pas le cas partout, évidemment. Il y a des coins où il y a de la demande, où il y a des débouchés, où il y a, voilà, il faudra y aller en ayant en tête ces aspects-là, ces contraintes-là. Très bien, il y a Gauthier qui demande pour le 65, Haute-Pyrénées. Pas à ma connaissance pour l'instant, et je connais moins bien, mais non, je crois pas qu'on est. Pour l'instant, vraiment, on s'était vraiment focalisé sur le Grand Ouest, et donc on est allé là récemment, on a une demande qui est alors je crois vers Bordeaux, il me semble. On a une demande qui est plus dans l'est de la France, mais voilà, ça reste très opportuniste et c'était pas encore un déploiement systématique que nous avons lancé, et quand ça sera le cas, on vous tiendra au courant. Ça devrait arriver de partout. Petite question prospective de Jean-François Helfer. Est-ce que d'autres levées de fonds sont prévues pour Eloi SAS? Si oui, pourraient-elles être ouvertes aux souscripteurs des obligations Eloi Portage? Alors non, on n'a pas prévu de levée de fonds pour la SAS Eloi. Donc, vous l'avez bien compris, qui est la holding de tête, si on veut l'appeler comme ça. En revanche, il est prévu, on va voir en fonction de ce qui se passe, mais il est prévu de faire des levées de fonds chaque année pour Eloi Portage en fonction du besoin d'Eloi Portage. Donc, l'aventure Eloi Portage ne fait que commencer. Et évidemment, si vous êtes investisseur Eloi Portage, eh bien, vous serez prévenu en priorité pour les nouvelles levées de fonds Eloi Portage. Donc, on reste sur, en tout cas, la prospective, on reste vraiment focalisé sur l'acquisition de foncier agricole, donc via Eloi Portage, et non pas de lever des fonds pour la structure de tête, la SS Eloi. Voilà pour répondre à la question de Jean-François. Parfait. Écoutez, il est 9h51. Un immense merci, Maxime. Un immense merci pour ton temps. Un immense merci pour ce projet, pour ton engagement, pour ton inspiration, ton intuition. Voilà. Tu sens que les investisseurs, en tout cas, sont assez séduits par ton projet. Donc, cet engouement, cette ferveur, on espère, va vous encourager à la réussite, en tout cas à tout donner, parce que on a besoin de vous. Le bien commun, vous le portez au cœur par ce projet. On est très content en tout cas de vous accompagner. On espère que les investisseurs vont répondre présents, mais sincèrement, on n'a pas trop de doutes. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous nous les posez. Maxime y répondra avec précision. Et on vous souhaite à tous une très très belle journée, ensoleillée en tout cas en ce qui concerne Paris. On espère que vous êtes sous ce beau soleil. Et puis, on vous préviendra évidemment des prochains webinaires Credo Lending, parce que chaque webinaire Credo Lending, c'est toujours une rencontre de visage à visage, des échanges avec ces beaux projets qui nous animent, pour le bien commun. Et donc, continuons en ce sens. Voilà, Maxime, je te laisse quand même le mot de la fin. Merci à tous. Je suis extrêmement heureux de pouvoir échanger en direct avec vous dans cet alignement de valeurs, d'engagement et de sentir le soutien aujourd'hui qui existe de votre part. C'est très important. Et effectivement, c'est un super carburant. Voilà, même si carburant propre. Au prix du carburant actuel, c'est bien d'en avoir du carburant gratuit. Complètement.
Parfait. Un grand merci, Maxime. Longue vie à Éloi. Et puis, chers investisseurs potentiels, à votre disposition. Et bienvenue chez Credo Lending si vous ne nous connaissiez pas ou si vous n'êtes pas encore investisseur Credo Lending. Très bonne journée à tous. Au revoir.